Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'analyse fondamentale d'actions sur une stratégie fort dividende. Cette analyse fondamentale va se faire selon les 8 critères qui sont ici sur la gauche et on va remplir le tableau avec la validation des critères qui se trouvent ici en haut à droite. Mais tout d'abord, quelques rappels sur cette stratégie fort dividende. Vous devez vous définir vos objectifs. Soit votre objectif est d'avoir une rente, des revenus réguliers, de l'argent que vous pouvez dépenser, sortir du coup des investissements, et tout cela sans vendre d'actions. Soit vous voulez pouvoir réinvestir sans vendre, et donc du coup vous n'avez toujours pas vendu d'actions, mais vous avez de l'argent qui arrive régulièrement et vous pouvez réinvestir pour faire augmenter votre capital investi. Mais attention, il y a des gros points d'attention sur cette stratégie. En effet, il faut faire attention à la performance et au cours de bourse de l'action. C'est-à-dire qu'il faut bien analyser l'action sur laquelle vous mettez votre argent, puisque si votre cours de bourse, votre performance n'arrête pas de diminuer année après année, c'est votre capital qui se réduit, même si ce sont des moins-values latentes, c'est votre capital qui est réduit au fur et à mesure. Et en plus de ça, les dividendes, les rendements annoncés quand ils sont annoncés en fort dividende, c'est sur le prix de l'action Axel, donc sur le cours de bourse. Donc si votre cours de bourse a diminué de 50%, donc de la moitié, eh bien votre fort dividende a lui aussi été divisé par 2 et donc vous perdez la moitié de ce dividende. Donc c'est pas très intéressant à ce niveau-là. Donc attention à ce premier truc. Deuxième point d'attention, la pérennité de ce dividende. Et oui, vous mettez de l'argent sur une société pour avoir un fort dividende, mais il faut s'assurer que la société ne va pas péricliter ou qu'elle ne va pas arrêter son dividende. Donc, on ne peut pas en être sûr à 100%, mais il faut faire attention à cette pérennité du dividende, puisque si vous comptez dessus et que vous ne l'avez pas, eh bien vous avez perdu cet apport-là. En tout cas, ça ne peut plus rentrer dans votre stratégie fort dividende. Et le troisième point, c'est la capacité de distribution de la société, donc tout ce que l'on voit notamment avec le ratio de distribution, pour s'assurer qu'effectivement la société garde de l'argent tout de même pour réinvestir un minimum, pour ne pas avoir à couper son dividende justement, ou pour ne pas être complètement surendetté à terme. Une fois avoir défini les objectifs et les points d'attention, et bien après vous avez plein de choix à faire dans votre stratégie, qui sont des choix stratégiques à définir. Est-ce que vous faites une stratégie en DCA? Comment exactement à définir ce DCA, mais ce dollar cost averaging, donc de l'argent à mettre au fur et à mesure, tous les mois, toutes les semaines, est-ce que c'est le même montant, pas le même montant, etc. Tout ça, c'est à définir par vous, pour faire grossir votre capital, ou est-ce qu'à un moment donné, vous arrêtez de faire grossir votre capital? Ça aussi, c'est à définir. Le timing d'entrée, puisque vous pouvez faire du dollar cost averaging sur votre compte global, mais vous pouvez définir un peu les timings d'entrée sur les valeurs, c'est-à-dire que si vous avez par exemple une dizaine de valeurs, eh bien vous n'êtes pas obligé de rentrer à chaque fois tous les mois sur toutes les valeurs. Vous pouvez définir par exemple celles qui ont le plus baissé, ou vous pouvez prendre aussi par exemple les tendances qui sont à la hausse en ce moment. Tout ça, c'est à définir au niveau du timing d'entrée sur les actions. Ou si vous vous intéressez pas à ça et que vous mettez peu importe le moment, tout ça c'est à définir. La durée d'investissement aussi est à définir, c'est-à-dire que est-ce que vous faites à vive aeternam sur l'action, peu importe ce qui se passe, est-ce que vous avez des critères de sortie, donc ça va avec les critères d'achat et de vente, bien sûr, est-ce que vous avez des critères de sortie que vous définissez? Tout cela, c'est vraiment à définir. Qu'est-ce qui vous fait rentrer dans une action? Qu'est-ce qui vous en fait sortir? Est-ce que c'est à vive aeternam, comme je l'ai dit, ou est-ce que il y a vraiment des critères à définir? L'enveloppe fiscale aussi, le PEA, le CTO, puisque le PEA peut être très intéressant sur des forts dividendes, notamment avec les actions françaises, puisque vous ne payez pas ni la taxe du pays, puisque c'est sur PEA, ni la taxe sur les revenus. Et côté CTO, eh bien ça vous donne accès à plus d'entreprises, notamment du côté des États-Unis. Et enfin, bien faire attention à la sélection d'actions et d'ETF, à vos critères. Moi, je vous en propose 8 à chaque fois, mais à vous de faire vos analyses, de compléter au moins les analyses par rapport à celles que je vous donne pour aller faire cette sélection d'actions et d'ETF. Pour trouver les actions du jour, nous reprenons notre screener d'actions, trié avec les rendements, les forts rendements. Nous avons vu dans la dernière vidéo Nordea, Mediao, Banca et Volvo qui sont ici. Et maintenant, il faut aller plus bas pour chercher des actions, car là, il y a toute une liste d'actions, soit qui ne sont pas éligibles au PEA, soit qui ne présentent pas des résultats nets en augmentation, donc dans la couleur vert clair globalement, en croissance, ni pour le moment, ni pour l'année à venir. C'est-à-dire que s'ils sont, ce que je vous
j'accepte de vous présenter ces sociétés où les résultats peuvent présenter une mauvaise croissance, mais tout cela va se retourner. Et du coup, il faut aller plus loin pour aller retrouver Enel. Là, nous allons prendre cette société. A2A qui est ici, nous allons prendre aussi cette société. Et BSI qui est BE Semiconductor Industries. Voilà les trois sociétés du jour. Et nous commençons du côté de l'Italie avec Enel. Puisque Enel, c'est tout simplement la Société nationale italienne d'électricité jusqu'à sa privatisation qui s'est déroulée en 1999. Et cette société, même après sa privatisation, elle reste le principal producteur d'énergie électrique du pays, donc de l'Italie. Elle est également devenue un groupe italien multiservice avec l'électricité, l'eau, le gaz depuis, tout en étant un des poids lourds de la production électrique à l'échelle mondiale carrément avec, vous voyez, 283 terawatts d'électricité et 7,8 milliards de mètres cubes de gaz qui sont vendus. Et là, nous étions sur des chiffres en 2014, ça a dû bien évoluer depuis. Enel, c'est aussi le plus important producteur d'énergie géothermique au monde avec plus de 100 ans d'expérience et 32 centrales en service en Italie et 20 dans le monde. L'entreprise, elle dispose également des plus importantes centrales photovoltaïques en service en Italie et c'est la première réalisation, tout ça remonte à 1993 avec les capacités qui sont ici écrit ici, et elle va exploiter en 2008, depuis 2008 en tout cas, une autre centrale photovoltaïque, et tout cela a dû encore évoluer. La date de création, si nous revenons à la Société nationale d'électricité italienne, vous voyez c'est 1962, mais on retrouve la privatisation en 1999. Et là les chiffres ils datent un peu sur Wikipédia, mais en tout cas vous voyez que l'effectif déjà en 2014 ils étaient élevés à 68 000 personnes. Pour ce premier producteur et distributeur d'électricité italien, l'activité elle s'organise essentiellement sur deux pôles. La vente d'électricité de gaz, vous voyez tous les terawatts qui sont ici, et les mètres cubes de gaz. Et il faut noter que le groupe il développe une activité aussi d'ingénierie et de construction d'installations et d'unités de production électrique. Un accompagnement en plus. Sur le deuxième pôle, on retrouve le transport et la distribution d'électricité. Vous voyez encore tous les terawatts qui sont faits et le réseau d'électricité avec son étendue qui est indiqué ici. La répartition géographique de ces revenus pour cette société, vous voyez que c'est quand même mal centré sur l'Italie avec un peu moins de 10%. Mais on retrouve aussi le reste de l'Europe avec à peu près le même pourcentage, et enfin il y a quand même un peu plus de 20% du côté des Amériques. Les autres sont relativement peu. Les activités pour cette société sont bien diversifiées. Cette société elle est relativement bien diversifiée dans le monde aussi. C'est tout simplement le premier producteur et distributeur italien. Nous pouvons mettre du vert côté business. Et sur leur site internet, vous allez retrouver les différentes thématiques. Vous voyez le solaire, le vent, le géothermique, l'hydro, la génération thermique, les new technologies, donc les technologies d'avenir, les nouvelles technologies et la transition énergétique, donc toutes les thématiques sur lesquelles ils travaillent. Vous voyez même des dates pour l'avenir. Donc tout cela reste dans le vert. La capitalisation boursière pour la société Enel, elle est indiquée ici à 55,16 milliards d'euros. C'est donc une grosse capitalisation du côté du Stoxx Europe 600 et c'est donc du vert pour ce critère. Le résultat net, en jaune ici sur le graphique, on ne voit pas trop de tendance déterminée, c'est normal puisque vous voyez, on est à 3,19 milliards de résultats nets en 2021, nous étions à 2,17 milliards en 2019, donc sur les 3 dernières années c'est plutôt en augmentation, mais par contre nous étions à 3,78 milliards en 2017, et donc là sur 5 ans nous sommes plutôt en diminution. D'où cette tendance assez neutre, et cette tendance assez neutre, nous allons la mettre avec du jaune. Pourquoi je vous présente cette entreprise ? C'est que les estimations pour l'avenir, là, ça repart complètement à la hausse dès 2022, et donc du coup, on va retrouver notre tendance croissante sur du vert clair minimum, et peut-être même qu'on passera sur du vert au bout d'un moment, mais au moins vert clair. Et donc, du coup, c'est cette tendance qui peut être jouée et qui peut être intéressante sur cette société. Le cours de bourse sur 5 ans, vous voyez, il s'affiche en vert, alors pas complètement haussier, bien sûr, une grosse correction ici depuis le début de l'année 2021, donc depuis 1 an et demi, avec près de 40% de baisse sur 1 an et demi. On voit la crise Covid ici, et avec la belle remontée derrière. Mais du coup, sur 5 ans, ça fait 11% de hausse, donc c'est une très petite hausse, c'est moins de 5% par an. Et si nous regardons sur 3 ans par rapport à 21 juin, là nous avons une petite baisse, 12,65% de baisse, donc moins de 5%
par an de baisse. Donc vous voyez, là aussi, on retrouve cette tendance neutre exactement comme dans les résultats. Et donc du coup, ce qui peut être joué, c'est qu'au bout d'un moment, on peut espérer que cette tendance, cette grande correction, c'est même pas une correction, c'est une tendance baissière que nous avons ici depuis 1 an et demi, eh bien elle s'arrête et se retourne, et du coup, ça peut être joué sur cette action. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est affiché ici à 16,91. C'est donc un PER, un indice de cherté qui se situe dans la zone qui va de 10 à 17. C'est notre zone très intéressante de PER que nous mettons en vert clair. Il est tout de même à noter que ce PER est tout proche de la zone des 17, et donc en fonction de l'évolution de l'action et de l'évolution des résultats nets de l'entreprise, eh bien ce PER pourrait évoluer. Néanmoins, pour l'instant, c'est un indice de cherté très correct. Passons côté dividende et l'évolution du dividende. Après avoir fortement chuté au début des années 2010, eh bien, il a repris une tendance globalement à la hausse depuis 2014, avec juste un pic en 2021. Il va être rabaissé en 2022 pour être remis à quelque chose d'à peu près plus normal au niveau des versements de dividendes. Mais du coup, globalement, nous avons une tendance haussière. Cette tendance haussière, eh bien, nous voyons qu'elle n'est pas complètement haussière puisqu'il y a ce pic, et donc du coup, nous pouvons mettre du vert clair pour ce critère. Le dividende, le rendement, il est affiché ici à 6,98%. C'est donc une action qui a toute sa place dans une stratégie à fort dividende, puisque c'est largement supérieur à 3%, et c'est donc complètement dans la zone verte pour ce critère du rendement. Et associé à ce fort rendement, voyons la distribution sur le résultat net, le ratio de distribution. Les chiffres sont affichés ici. Alors on voit que sur les 3 dernières années, c'est vraiment pas très bon, mais il y a eu aussi de la baisse du résultat net et puis un fort dividende en 2021 qui peut expliquer tout cela. Tout cela devrait redevenir un peu plus géré après, à partir de cette année 2022, et un peu plus géré, comme vous le voyez, c'était la zone qui était en jaune plutôt sur les années 2017-2018, puisque c'est notre zone qui va de 70 à 80% de ratio de distribution. Mais pour l'instant, comme il y a quand même 3 années en rouge pour 2 années en jaune, eh bien nous allons mettre du orange au milieu de tout ça. C'est quand même plutôt un petit bémol, à faire attention. Mais si l'entreprise reprend une marche un peu plus normale, on va dire, eh bien tout devrait bien se passer sur sa situation financière, même si pour les dernières années, ce n'était pas que ça, puisque l'entreprise n'a pas hésité à s'endetter pour verser un dividende à ses actionnaires. Nous restons du côté de l'Italie pour la deuxième entreprise, et il s'agit de l'entreprise A2A. Ce groupe A2A, c'est tout simplement le premier opérateur italien dans le secteur du chauffage urbain, dans lequel ils exploitent 24 réseaux pour une production de chaleur de 1,5 TW. C'est également le troisième intervenant en Italie dans la production et la distribution d'électricité. On a déjà vu le premier juste avant Enel. Elle est née, cette société, de la fusion entre les régies italiennes indépendantes, AEM de Milan et ASM de Brescia en 2007. Vous voyez la création de cette société, c'est donc le 1er janvier 2008, de la fusion. Allons voir davantage d'activités pour cette société qui figure parmi les premiers producteurs et distributeurs italiens d'électricité et de gaz naturel, avec la répartition du chiffre d'affaires sur les activités. On retrouve tout d'abord à près de 60% la production et la vente d'électricité. La deuxième thématique, la deuxième activité, c'est la production et la distribution de gaz naturel qui représente près d'un quart. Les prestations de services représentent une dizaine de pourcents. Là, on retrouve les prestations en ingénierie, en services de télécommunication. La vente de certificats environnementaux, 2,8%, et la vente de chaleur, 1,9%, avant d'avoir quelques autres activités. Du coup, tout cela nous fait des activités qui sont bien diversifiées pour ce producteur et distributeur italien d'électricité et de gaz naturel, et nous pouvons mettre du vert côté business, même si effectivement ce n'est pas forcément autant mondialisé que d'autres sociétés telles que Enel que nous avons vu juste avant. Vous pouvez aller voir leurs différents thématiques, leurs différents services sur leur site. Vous voyez avec toute la partie énergie, où ils vous mettent même les 3 millions d'utilisateurs qu'ils ont, toute la partie networks et toute la partie environnement ici. La capitalisation boursière pour A2A, c'est 4,26 milliards d'euros de capitalisation boursière. C'est donc bien moins que la société Enel que nous avons vue juste avant, mais cela reste une très grosse capitalisation boursière du Stoxx Europe 600, et donc du coup, nous mettons ce critère en vert.
Le résultat net en jaune sur le graphique ci-dessus, et bien là ça se voit à l'œil nu, c'est en augmentation globalement. En effet, année après année, on voit 293 millions en 2017, 344 millions en 2018, 389 millions en 2019, et là, le seul petit hic est en 2020 avec 364 millions, mais ça repart fortement à la hausse avec 504 millions en 2021. Tout cela nous fait globalement quelque chose d'haussier, et donc quelque chose que nous mettons en vert clair pour cette croissance. Par contre, à noter, nous sommes dans la situation différente par rapport à Enel, c'est que là, pour l'instant, eh bien, c'est globalement haussier, alors que pour Enel, c'était globalement baissier. Mais pour Enel, ça allait complètement repartir à la hausse, alors que là, justement, ça va repartir plutôt à la baisse. C'est-à-dire que nous allons passer par sur les estimations en tout cas, hein, par des années où on va être un peu plus à la baisse en orange, avant peut-être de revenir dans notre zone jaune. Donc en tout cas, il n'y a pas de grosse croissance à venir, et attention à cela, puisque ça pourrait jouer sur le cours de bourse. Le cours de bourse, eh bien vous voyez là, il s'affiche en rouge, et il est donc baissier globalement, même si ça paraît un peu neutre, et tout ça c'est assez normal, puisqu'on voit que la baisse est uniquement de 11,78%, donc c'est vraiment pas une forte baisse, mais c'est une petite baisse quand même. Et si nous prenons par rapport au 21 juin 2019 sur 3 ans, eh bien là nous avons une plus forte baisse, 14,50%, puisqu'on voit effectivement que nous avons baissé de 30% depuis un an à peu près. Du coup, eh bien, cela fait deux critères qui sont en baisse, mais qui ne sont pas fortement en baisse. C'est donc, puisque sur 3 ans et sur 5 ans, c'est moins de 5% par an de baisse en moyenne. Et donc, nous mettons ce critère en orange. Et attention, avec les résultats qui ne sont pas forcément génialissimes à venir. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, vous le voyez ici affiché à 7,29. Ce PER et cet indice de sûreté est donc dans la zone très peu chère, inférieure à 10, la zone que nous mettons en vert, et donc c'est un indice de sûreté très intéressant. Passons côté dividendes, et vous voyez l'augmentation des dividendes, et bien on a eu une première phase haussière, une grosse baisse en 2012, et puis on est reparti complètement à la hausse depuis. Et année après année, 2022, 2021, 2020, 2019 et 2018, il n'y a aucune fausse note, ce dividende est complètement constamment croissant. On peut estimer que c'est dans la politique de l'entreprise, mais attention, si ça va mal, et bien on voit que le soit est complètement diminué. Pour l'instant, c'est un critère complètement à la hausse sur le rendement, sur le versement du dividende, et donc un critère en vert. Le rendement annualisé, il s'affiche ici à 6,74%. C'est donc un très fort rendement, bien au-delà des 3%, un critère que nous mettons en vert, et une entreprise qui a parfaitement sa place dans une stratégie à fort dividende. Voyons la distribution sur le résultat net qui s'affiche ici associé à ce fort dividende, et bien là vous voyez que les chiffres ils sont tous très bas globalement, puisque 4 sur 5, sauf 2020 fait exception, mais tous les autres sont inférieurs à 60%, même si c'est pas de très loin, ils sont dans la zone entre 50 et 60%, c'est parfaitement maîtrisé. En 2020, eh bien, nous voyons que nous sommes entre les zones jaunes et vert clair, donc rien d'inquiétant, mais un petit peu plus de versement alors que les résultats ont été un peu moins bons, mais le dividende a continué à augmenter, c'est ce qui explique ce versement. Mais vous voyez que la politique de l'entreprise a l'air d'être de verser un tout petit peu plus de 50% de ses bénéfices, et donc attention, si les bénéfices chutent dans les prochaines années, peut-être que l'entreprise arrêtera son augmentation année après de dividendes, à faire à suivre, puisque nous ne savons pas quelle sera la politique choisie du côté de l'entreprise. Dans tous les cas, pour ce critère, nous allons mettre uniquement du vert clair pour noter ce mini bémol de 2020, mais sinon, rien ne laisse transparaître un mauvais présage sur la santé financière de l'entreprise. Pour la troisième entreprise, nous allons du côté des Pays-Bas aujourd'hui. Et donc, c'est BE Semiconductor Industries, vous voyez, qui se fait souvent appeler BESI seulement. C'est une entreprise qui est spécialisée dans la conception, la fabrication, la commercialisation d'équipements d'assemblage de semi-conducteurs destinés aux industries internationales de semi-conducteurs et d'électronique. Le groupe, il développe des équipements et des procédés d'assemblage dernière technologie destinés à des applications de conditionnement à différents niveaux de cadres conducteurs, de substrats, de tranches pour de nombreux marchés utilisateurs finaux, notamment les marchés de l'électronique, de l'internet mobile, de l'informatique, de l'automobile, industriel, RFID, Dell, de l'énergie solaire. Donc on voit que déjà il y a de nombreux clients ici,
Et bien sûr, au niveau de ces activités, eh bien, on voit quand même qu'il y a toute la chaîne d'assemblage au niveau des équipements, donc les activités sont, même si c'est tout sur une tranche des semi-conducteurs, relativement bien diversifiées sur toute cette partie semi-conducteurs, sur tous ces traitements, technologie au niveau assemblage. Mais c'est surtout tous les marchés d'utilisateurs finaux qui sont assez importants. À fin 2021, donc récemment, BE Semiconductor Industries, elle dispose de 7 sites de production dans le monde. Et donc, effectivement, la répartition géographique du chiffre d'affaires, vous voyez qu'il y a 10% du côté de l'Irlande, 5% du côté de l'Europe. La Chine représente 37,6%, le Taïwan 8%, la Malaisie 8%, la Corée 8%, le Japon 5%, l'Asie-Pacifique 9%, les États-Unis 5% et pas mal et d'autres pour 1,4% seulement. Et on voit que c'est quand même très centré sur des pays plutôt côté asiatique, mais bien sûr il y a quand même une belle répartition dans le monde avec ces 7 sites de production, tous ces utilisateurs finaux. C'est une société qui a des effectifs qui s'élèvent à 1645 personnes actuellement, et la société date de 1995. Nous pouvons mettre du vert côté business, car il n'y a pas de souci majeur à noter de toute façon. Pour aller voir plus tous les produits et technologies, vous pouvez aller sur le site internet où vous verrez effectivement tout ce qui est proposé par cette société. La capitalisation boursière pour cette société, là c'est pas une énorme capitalisation boursière, mais cela reste 3,87 milliards d'euros de capitalisation boursière, une forte capitalisation boursière du Stoxx Europe 600, et donc nous pouvons mettre du vert pour ce critère. Le résultat net en jaune sur le graphique, eh bien ça se voit complètement à l'œil nu, ça descendait de 2017 à 2019, puis ça remonte complètement de 2019 à 2021. Du coup, et 2021, nous sommes bien au-delà de 2017, puisque vous voyez que nous étions à 172,99 millions en 2017, et nous sommes passés à 282,42 millions de résultats nets en 2021. Tout cela fait globalement une tendance croissante, et donc du vert clair pour ce critère. En plus de ça, eh bien cette tendance, elle va au moins rester en vert clair, voire même passer en vert certaines années, puisque tous les chiffres après, selon les estimations en tout cas, sont au-delà de l'année 2021 en termes de résultats nets, et donc c'est très bon pour la suite, en tout cas si les estimations restent comme elles sont pour cette société parmi les semi-conducteurs, qui peut être effectivement une thématique intéressante à jouer. Au niveau du cours de bourse, eh bien vous voyez que là il est très haussier. Même si effectivement ça corrige un petit peu, là c'est déjà plus correctif depuis janvier 2021, donc depuis 1 an et demi, mais c'est vraiment en train de baisser, presque de 45% de baisse depuis mi-novembre 2021, mais on voit que sur 5 ans, la hausse elle est très élevée, puisque c'est 93,66% de hausse pour cette industrie. Et sur 3 ans, et bien là aussi ça va être très élevé, puisque le 21 juin nous nous retrouvons ici, et donc là c'est 127,07% de hausse sur 3 ans carrément. À chaque fois sur 3 ans et sur 5 ans, ce sont des très fortes hausses, c'est donc un critère que nous mettons en vert, même si actuellement il y a une correction ou une baisse pour l'instant sur les quelques derniers mois. Le PER, le ratio cours sur bénéfice, il est affiché ici à 12,77. C'est donc un PER qui se situe dans notre zone d'indice de cherté très correcte, qui va de 10 à 17, et c'est la zone que nous mettons en vert clair. Passons sur les critères de dividendes, et vous voyez les dividendes globalement ça à la hausse, puisqu'avant on les voyait quasiment pas, alors que maintenant on voit largement les barres. Mais en plus à noter en 2018 il y a eu un split de 2 pour 1, c'est-à-dire qu'une ancienne action, les propriétaires d'une action à cette date-là ont eu 2 nouvelles actions, et du coup le montant de dividende de 2019 que vous voyez à 1,67 ici, eh bien un propriétaire d'avant a eu 2 fois, puisqu'il avait 2 actions, 2 fois 1,67, et donc au final c'est comme si son dividende avait été augmenté s'il avait gardé ses actions anciennes qui sont devenues des nouvelles. En 2020 non, puisque là ça a trop baissé, donc là ça avait baissé plus de 2 fois par rapport à 2018, mais au final on se retrouve avec une baisse relative. Globalement, dans tous les cas, ça reste haussier. On voit même qu'en 2022, eh bien, c'est supérieur à ce qui était avant au niveau du split, donc c'est-à-dire même par action, vous avez un dividende bien supérieur. Et donc du coup,
Globalement, tout cela fait que c'est haussier, même si c'est pas complètement haussier, puisqu'il y a une petite baisse au moins en 2020, même globalement jusqu'à 2020. Et donc du coup, c'est un critère que nous mettons en vert clair, car c'est une bonne tendance tout de même. Le rendement, il est affiché ici à 6,99%, ce rendement. C'est un rendement qui est très fort, c'est une société qui a tout à fait sa place dans une stratégie à fort dividende du côté pour les sociétés éligibles au PEA comme celle-ci, du côté du Stoxx Europe 600, des sociétés européennes, et donc c'est un critère que nous mettons en vert puisque c'est largement supérieur à 3%. Et ce fort rendement, eh bien, vous voyez la distribution sur le résultat net qui l'accompagne, le ratio de distribution. Et là, nous voyons 2 années où effectivement les résultats ont été un peu en diminution, nous l'avons vu, et qui ont été un peu plus difficiles, où la société n'a pour autant pas coupé son dividende, et donc du coup n'a pas hésité à puiser dans ses réserves ou à s'endetter pour verser ce dividende. Mais néanmoins, on voit que généralement la société gère très bien son dividende avec les autres années 2017, 2020 et 2021 qui sont inférieures à 60% de distribution de notre zone complètement verte. Étant donné que les résultats, selon les estimations après 2021, vont être encore meilleurs que 2021, nous pouvons espérer des ratios qui soient un peu dans le même acabit que ceux de 2017 ou 2021, et donc des très bons ratios et une très bonne maîtrise de ce versement de dividendes pour cette entreprise. Pour le moment, nous pouvons mettre du jaune pour noter quand même ces 2 années un peu négatives au niveau du versement de dividendes, puisque bien plus élevé que le résultat, mais il est à noter que cela risque de s'améliorer et que déjà aujourd'hui, cela semble relativement bien maîtrisé. Voici donc le bilan qui s'affiche pour les 3 sociétés du jour, ces 3 actions éligibles au PEA qui font partie du Stoxx Europe 600 au niveau de l'indice et qui sont vues dans le cadre d'une stratégie fort dividende. Et nous commençons du côté de l'Italie à gauche avec le premier producteur au niveau de l'électricité, Enel, et vous voyez un bilan qui certes apparaît mitigé, plutôt mitigé pour le moment, avec 2 critères qui sont en jaune, c'est quand même à noter pour l'instant que c'est relativement mitigé, mais comme nous l'avons vu, ce qui peut être joué sur ce producteur d'électricité italien, eh bien c'est une tendance qui va largement s'améliorer avec les résultats qui vont s'améliorer avec les estimations et repartir dans le vert. Et donc du coup cela pourrait jouer sur le cours de bourse qui est tout de même haussier sur 5 ans de plus de 10%, de 11%, et donc du coup c'est peut-être cette tendance qui peut être jouée à l'avenir. À noter côté dividende, un bémol également pour Enel au niveau de la distribution qui a tendance à distribuer beaucoup de ses dividendes, même si cela reste probablement bien maîtrisé, mais attention tout de même puisqu'il faudrait pas non plus que ça dérive et aille plus dans le négatif, mais pour l'instant on voit que c'est dans la zone orange, pas dans la zone rouge, donc l'entreprise ne s'endette pas non plus pour verser complètement son dividende, c'est juste que les réinvestissements ne sont pas forcément énormes, mais c'est pas forcément une société à croissance, c'est une société déjà bien implantée qui était la Société nationale d'électricité italienne avant. Donc un dossier à jouer au niveau des résultats, et attention juste au bémol de la distribution. Nous restons du côté italien avec A2A, et là nous voyons un dossier qui apparaît davantage positif, puisqu'il y a cette fois-ci un seul critère, même s'il est en orange cette fois-ci pour le cours de bourse, qui apparaît ici. Néanmoins attention, c'est un peu piège comme bilan, puisque c'est le bilan actuel effectivement. Le bilan il n'est pas mauvais du tout actuellement, mais par contre sur les résultats à venir, pour A2A c'est moins bien que pour Enel, clairement. Ça va être beaucoup plus une tendance un peu négative, voire même un peu neutre, et c'est pour ça que ce cours de bourse, lui, il a peut-être déjà commencé à pricer ces résultats qui sont pas forcément exceptionnels au niveau des estimations sur A2A. Attention, l'entreprise ne va pas s'effondrer pour autant, mais peut-être qu'il faut réfléchir au niveau des niveaux d'entrée pour peut-être repartir sur une tendance un peu meilleure dans quelques temps, en attendant pour le moment. Après tout cela, je vous laisse voir, c'est pas à moi d'aller analyser tout ça. En tout cas, par contre, et là c'est très intéressant, du côté des dividendes pour A2A, et bien là c'est presque parfaitement maîtrisé, en tout cas il n'y a rien à dire sur ces dividendes avec ce fort rendement qui peut du coup être maintenu, et donc du coup la société risque
pouvoir continuer à verser son dividende, même si on a vu qu'elle pouvait honnêtement le baisser à certains moments, surtout si les résultats ne suivent pas. Et pour terminer, c'est du côté des Pays-Bas, du côté de la thématique des semi-conducteurs avec Besi. Et là, nous avons un dossier qui apparaît très positif puisque tous les critères sont en vert parmi les critères essentiels. Et j'irai même un peu plus loin puisque si nous prenons les critères de dividendes, eh bien vous voyez qu'il y a un mini bémol, mais en plus mini bémol, qui apparaît au niveau du ratio de distribution. Et tout cela parce qu'il y a 2 années où ça s'est un peu moins bien passé pour Besi, mais avec les résultats qu'il a, sont tous en augmentation pour continuer cette tendance vert clair, voire vert, eh bien tout cela pourrait être complètement positif, et donc c'est un dossier qui apparaît largement positif, et sur cette thématique des semi-conducteurs qui peut être jouable, et on voit même que le cours de bourse, lui, il est déjà bien pricé depuis 5 ans. Je vous laisse ici avec ce tableau rempli